À l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'Agence nationale du sport, à travers les maisons régionales de la performance, a choisi une immersion dans le monde de la performance. Retrouvez ici un partage de connaissances d'experts et d'expériences de sportifs. Bienvenue sur les podcasts de la performance. Dans ce 4e podcast, nous aborderons toujours la dimension mentale en compagnie de Vincent Collet et Richard Ouvrard. Les animateurs seront Patrick Juvin et Eva Serrano, tous deux conseillers au niveau haute performance. Bienvenue à tous et bonne écoute. Bonjour, bienvenue sur les podcasts de la performance. Dans ce 2e épisode sur la préparation mentale, nous sommes toujours en compagnie de Richard. Bonjour Richard. Bonjour. Et nous avons l'honneur de recevoir un invité exceptionnel, qui n'est autre que le sélectionneur de l'équipe de France de basket. Bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour Eva. Bonjour Patrick. Alors Richard, Vincent, comment vous avez pu définir vos rôles et, je dirais, poser les règles de fonctionnement entre vous ? Ça s'est fait... Comme je l'ai déjà expliqué, ça s'est fait chemin faisant à travers notre rencontre et en questionnant Vincent sur ses besoins, sur sa vision, sur comment il fonctionne, comment vit l'équipe de France, ses objectifs, de façon globale, dans un premier temps. Alors, déjà, notre rencontre, le premier travail qu'on a entrepris, c'est un travail sur moi. Donc c'est moi qui ai été en fait la première cible et donc on a démarré avec ça. Bon, ça c'était avant les Jeux de Tokyo. On a travaillé ensemble pendant toute l'année qui a précédé Tokyo et donc j'ai expérimenté les bienfaits de cette collaboration et j'ai vraiment considéré que ça avait été pour moi une ressource supplémentaire qui m'avait facilité le travail pendant toute la campagne olympique. Et à partir de là, je me suis questionné sur comment est-ce que Richard pourrait également contribuer à la performance collective, c'est-à-dire ne pas s'arrêter simplement à moi, mais déjà développer à l'ensemble du staff. Et donc, au cours de... Alors moi, j'ai continué d'un côté le travail avec lui personnellement, mais en même temps, j'ai commencé à l'intégrer dans notre staff. Et donc, lors du championnat d'Europe l'an passé, il est venu avec nous plusieurs jours et il a pu donc échanger avec mes assistants, mais aussi avec les joueurs. On a commencé à travailler avec les joueurs pour avoir une forme d'acclimatation, parce que c'est quand même quelque chose de particulier auquel il faut que les joueurs progressivement soient acculturés et pour mieux adhérer et pour que le bénéfice soit total, parce qu'il est évident que c'est de la relation humaine. Donc comme toute relation humaine, comme toute communication, il faut que les deux parties soient prenantes. Sinon on n'a pas l'efficacité recherchée. Et en l'occurrence, on a commencé à le faire et on va aller encore plus loin cette année, parce que je considère que c'est une composante essentielle de notre performance. Et l'objectif Paris 2024 c'est déjà demain, et donc la Coupe du Monde va nous permettre cette année d'aller encore un peu plus loin dans ce travail collaboratif. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit je vais me faire accompagner, je vais y aller. Comment tu as vaincu tes peurs Alors je sais pas si c'est vraiment des peurs. Je pense qu'effectivement ça c'est la notion de moment est importante, de timing, parce que c'est pas forcément quelque chose auquel on pense, mais je pense que c'est une évolution de carrière. Moi j'étais toujours je cherchais toujours qu'est-ce que je pouvais faire de plus pour m'améliorer. Voilà, un peu comme un athlète doit faire. Un coach, c'est la même chose. Il doit vouloir apprendre, il doit vouloir se développer. Et à un moment donné, j'ai perçu que ce que je faisais pour progresser dans les aspects technico-tactiques, en regardant ce que font les meilleurs, en explorant à gauche, à droite, on pouvait faire pareil aussi dans les aspects de management, dans les aspects mentaux. Voilà, j'avais déjà rencontré d'autres personnes avant, mais j'étais jamais tombé sur quelqu'un qui le fasse de façon singulière. Voilà ce qui me plaît en priorité
dans la relation avec Richard, c'est que il ne me parle pas à moi comme il parlerait à un autre, et vice versa, bien entendu, parce que il est très soucieux de la singularité, et je pense que c'est très important pour aller vraiment au fond des choses. Voilà. Tout à l'heure j'ai parlé d'optimisation pour les joueurs. C'est le travail qu'on fait ensemble. Hein. Il a d'abord commencé par me parler de mes points forts, et puis ensuite on a exploré aussi les points faibles. Et alors pourquoi à tel moment? Je crois que il n'y a pas vraiment de réponse. C'est de l'intuition, c'est des perceptions, et parce que on est encore à une époque où c'est pas systématisé. Bientôt ça le deviendra, parce que on comprendra que c'est une dimension fondamentale de la haute performance. Et du coup, avant Richard, après Richard, quels ont été les apports? Les apports, c'est paradoxal parce que je suis pas tout jeune, mais malgré tout, de beaucoup mieux se connaître, voilà, et quand on se connaît mieux, peut-être aussi que on s'accepte mieux, voilà, et même les points faibles. Et quand on s'accepte mieux, comme il le dit lui-même, quand on habite chez soi, on a plus de chances d'être serein et au maximum de ses possibilités. Donc je crois que rien que ça, c'est déjà une avancée énorme. Après, il ne faut pas non plus tout attendre parce que ça serait trop facile. Voilà, il faut au contraire utiliser, s'en servir, mais comme je le dis, déjà rien que ça, c'est déjà quelque chose de très important qui contribue à la haute performance. Richard, comment vous arrivez tous les deux avec dans votre collaboration à aider une équipe ou un sportif à maintenir une dynamique de performance après un exploit sportif ou à contrario à rebondir après un échec? Ça rejoint un peu ce qu'a dit Vincent juste avant à propos du développement du coach, c'est-à-dire qu'il doit tout le temps apprendre. Et pour le sportif et pour les joueurs et pour l'ensemble de l'équipe, c'est la nécessité de remettre l'ouvrage au travail, de se remettre au boulot, de se questionner sur qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'on doit apprendre de ce qu'on vient de vivre et qu'est-ce qu'on doit retenir, et puis qu'est-ce qu'on doit développer, transformer parfois. Et donc là, il y a cette étape de bilan et d'exploration, alors individuelle et collective. Bien sûr, avec Vincent, nous on prend le temps aussi de débriefer et de travailler ensemble sur la pré-compétition. Et en amont, ça rejoint un peu les choses que j'ai dit avant, mais il y a le travail d'accompagnement. Alors, ce qui est intéressant avec ma situation aujourd'hui au sein de l'équipe de France masculine de basket avec Vincent, c'est que Vincent est acculturé à ce travail-là et il se l'est approprié. Vincent aussi a développé, a vraiment travaillé sur lui pour développer une bonne connaissance de lui-même et aussi une connaissance de mon travail. Donc du coup, on est dans une situation, on va dire, facilitante pour ensuite ensemble, parce que c'est vraiment un travail d'équipe. Et là, ça va aller, je pense, sur le prochain rassemblement un peu plus loin avec le reste du staff, avec ses adjoints. Ça, c'est en tout cas un des objectifs qu'on s'est donné, que je travaille un peu plus aussi avec ses adjoints prochainement. Et aussi, bien sûr, dans la préparation avec les joueurs, les rencontrer collectivement et individuellement. Mais moi, je ne sais pas encore comment nous allons faire. Ce qui est certain, c'est que tous les deux, au fur et à mesure, on va se questionner sur les opportunités pour travailler individuellement et collectivement. Et puis bien sûr, dans le timing de la préparation, dans le timing de la compétition, donc tout ça, c'est des choses qui s'agencent au fur et à mesure et qui nous permettra de préparer le travail des jeux surtout, et de préméditer justement sur nos besoins en termes de travail, et puis en collaboration avec le staff et les joueurs de pouvoir construire cette préparation. Donc en amont et en aval, il y a un travail de questionnement. Il y a un travail de questionnement pour pouvoir adapter ce que nous allons faire. Ça rejoint un peu le travail individuel, c'est-à-dire je ne sais pas, nous ne savons pas ce que nous allons faire en amont. C'est chemin faisant,
pas à pas. Oui, et puis, alors, nous, on a une spécificité qui est une contrainte. Nos préparations se réduisent au fil des années parce qu'on a les contraintes de la NBA qui nous imposent des choses drastiques. Et par exemple, cette année, on a encore été obligé de diminuer le nombre de jours de préparation. Et on pense que par expérience, puisque ça fait quand même quelques années que j'y suis, pour qu'une équipe performe, il faut qu'elle soit vraiment ensemble, mais ensemble de façon opératoire, pas pour passer des bons moments ensemble, pour avoir de l'efficacité sur le terrain. Et les jours qu'on a en moins pour s'entraîner ensemble, pour justement faire ces réglages au fil de la préparation, je pense vraiment que la préparation mentale peut contribuer à compenser ce manque de jours pour optimiser justement les réglages, parce que si chacun est tout de suite les joueurs souvent quand ils parlent à l'issue d'une préparation, ils vont dire je sais exactement ce que le coach il attend de moi, là non je suis pas vraiment sûr, donc on sait que c'est un critère pour eux pour être à l'aise ou pas à l'aise, et là le travail qu'on va entreprendre ensemble, il va faciliter tout ça, parce qu'il va permettre que chacun soit à sa place, en sachant que déjà nous on se voit régulièrement, et que même dans le processus de sélection, ma sélection c'est pour cette année, elle sera annoncée à la fin du mois, mais on y réfléchit bien sûr depuis longtemps, et on a évoqué aussi tous ces aspects-là justement dans les notions de complémentarité, mais aussi d'acceptation de rôle, c'est-à-dire que au basket il y a que 5 joueurs qui jouent sur les 12 qui sont sélectionnés, et parmi les remplaçants, on a absolument besoin de joueurs qui soient dédiés à leur rôle. Si c'est des joueurs qui veulent en priorité montrer qu'ils sont aussi bons que les titulaires, on n'atteindra pas nos objectifs. Voilà, il faut vraiment que l'équipe soit construite de façon très équilibrée, intelligente, et où chacun puisse quasiment avoir un rôle de leader. Voilà, même le 12e joueur, ce qui est paradoxal, parce que probablement qu'il jouera pratiquement pas. Mais à sa façon, il doit avoir une influence de leader pour que tout soit dédié à la réussite et à la performance. Alors par conséquent, le discours n'est pas le même si tu as un sportif où tu es sûr qu'il va jouer et un autre qui est remplaçant. Bien sûr que non. Et puis de mon côté à moi, il est important que le discours il soit empreint de clarté, et il faut avoir un discours de vérité. Il y a pas il peut pas y avoir de non-dit. Celui qui est 11e ou 12e de l'équipe, je vais jamais lui promettre, bien au contraire. Mais par contre, on doit être conscient lorsqu'on fait les choix de la capacité ou non à pouvoir accepter ce type de rôle. Voilà. Et c'est pas simplement le grand public quand il regarde la sélection, il dit ils ont pas pris celui-là, mais c'est incroyable. Mais sauf que celui-là il peut pas être titulaire, et si on le prend comme 10e, il peut pas non plus être 10e, parce que lui il faut qu'il joue, ou alors il va péter un plomb. On peut pas se permettre dans une équipe de France qui joue sa vie sur une compétition qui dure 2 semaines, d'avoir ce type d'éléments. Ça fait partie des réflexions. Et bien sûr, il y a des moments où la ligne est très ténue entre un choix et un non-choix. Et puis il faut savoir aussi apprécier justement ce qui pourra être arrangé pendant la prépa, justement, avec aussi l'accompagnement humain. Et donc les choix sont forcément difficiles et fragiles. Parfois il y a une prise de risque. On se dit mais lui, si on travaille avec, on va réussir à lui faire épouser son rôle. Et puis un autre, on va se dire non, lui ça sera pas possible quoi. Il nous dira oui au début, mais une fois qu'il sera dedans, il y aura un retour en arrière. Alors là c'est plus à l'entraîneur que je voudrais parler. Par conséquent, comment tu interagis avec des sportifs qui ont des différences de culture, qui viennent des États-Unis, qui viennent de l'Europe de l'Est? Comment est-ce que tu arrives justement à construire une équipe? Alors ça c'est en club, il y a des Américains, mais en équipe de France, même ceux qui viennent des États-Unis, je peux leur parler français quand même. Et ils ont surtout leur culture. Elle n'est pas que le fruit de leurs dernières années passées en NBA. Ils ont été élevés chez nous. Souvent, ils ont fait l'INSEP ou les pôles espoirs. Donc, ils viennent aussi de notre culture. Mais de toute façon, l'interaction dont tu parles, c'est aussi en cela que le travail avec Richard
m'a développé et me permet davantage de pouvoir rentrer en connexion avec les différents joueurs. Mais ça même dans une équipe où il y a que des joueurs qui joueraient par exemple en France, c'est quand même la même chose. C'est bien ça la complexité. C'est que chacun est différent et que bien sûr que quand on s'occupe d'un sport collectif, on a des temps d'échange collectifs, voilà, des briefings collectifs, mais il y a beaucoup de choses qui passent par le briefing individuel parce qu'ils sont aucun d'entre eux n'entend la même chose lorsque tu fais un briefing collectif. Donc il faut être très attentif à ça, s'assurer avec des choses très simples, hein, par exemple simplement revenir après une vidéo avec les uns et les autres pour s'assurer que le message est passé. Voilà, délivrer le message n'est pas suffisant pour être sûr qu'il soit passé. Il faut questionner et le faire de façon ciblée en fonction de la singularité de chacun des joueurs. Comment vous gérez la star? La star, parce que quand ils partent en NBA, ça devient des grandes stars. Et comment on aborde ça? Des fois, ils sont déjà des stars avant de partir en NBA. J'en ai un cette année. Mais pour l'instant, il se comporte pas trop comme une star. C'est très variable, en fait, parce que c'est en fonction de comment est la star. Hein. Là, Richard, il en parlerait mieux que moi. C'est pareil, hein, on a l'impression que dès qu'ils sont là-bas, ça devient une autre catégorie de personnes, mais les effets du star system ne sont pas identiques en fonction des individus. Voilà, je pense que ça dépend justement de qui ils sont, de leur intelligence, de leur niveau, de leur culture. Voilà, le milieu familial. Quand vous avez été dans un milieu familial où on vous a sans cesse parlé de l'humilité, de pas se prendre pour un autre, il en reste forcément quelque chose. Alors c'est difficile. Moi, je suis bluffé cette année souvent par Victor parce que je trouve justement qu'il gère plutôt ça très bien. Et alors que avec tout ce qui se passe autour de lui, il pourrait se prendre pour un autre. C'est pas le cas. Pour l'instant, il a encore justement cette humilité, mais qui lui permet aussi de continuer à apprendre. C'est ce que on a. C'est une des sessions qu'on a faites avec Richard justement. La métaphore, c'est que pour apprendre, il faut pouvoir redescendre de la montagne. Si on est en haut de la montagne, on n'apprend plus. Et donc lui, il a 19 ans, et même s'il est très fort, il a encore besoin de beaucoup apprendre, parce qu'il est encore au début de sa carrière, et il va être encore beaucoup plus fort que ce qu'il est. Et fort heureusement d'ailleurs pour l'équipe de France à Paris l'année prochaine. Du coup, pour continuer dans cette idée-là, quels sont les garde-fous, Richard, que tu utilises parce que avant tu étais coach de l'équipe et moins de l'entraîneur, mais là aujourd'hui c'est coach de l'entraîneur et accompagnateur de l'entraîneur et accompagnateur de l'équipe. Donc quels sont les garde-fous pour toi pour pas que justement ça glisse et qu'il y ait des... Je vais réutiliser un terme que Vincent a utilisé, c'est la clarté déjà, un langage sincère, franc, clair, une posture aussi, une posture éthique, un engagement et ça quand Vincent parle du langage corporel, de toute façon, tout parle, pas seulement le langage verbal. Tout le corps parle. J'ai l'habitude de dire en formation, vous savez, quand on fait un feedback, on donne des retours d'information en groupe, c'est déjà trop tard. Enfin, je dis ça en blaguant, bien sûr. Vous avez déjà fait un retour. Votre corps a déjà fait un retour. Bien sûr, les autres n'en ont pas totalement conscience, mais ils perçoivent, une partie de leur cerveau perçoit quelque chose. Donc moi, d'ailleurs, c'est ce que je fais. J'observe tout le monde dans les rassemblements, dans un groupe, un collectif. Moi, j'observe tous les corps, tout le temps, tous les gestes. Et je sais déjà, j'ai déjà énormément d'informations conscientes et inconscientes qui influencent mon langage, qui influencent mon intervention. Donc ta question c'est les garde-fous. Voilà, les garde-fous, donc c'est langage clair, partagé aussi, c'est-à-dire je vais être clair avec Vincent et je vais lui dire ce que je vais faire avec les joueurs et ce que je ne ferai pas. Et la même chose pour les joueurs. Je vais avoir un langage franc, sincère, je vais dire aux joueurs ce que je dirai et ce que je ne dirai pas. Voilà. Et puis une chose que tu me dis souvent, c'est que tu leur demandes aussi si tu peux me le dire ou pas. Oui,
Voilà, donc c'est un garde-fou. Voilà, il y a des choses qui ne peuvent pas être, si le joueur ne souhaite pas que ça soit évoqué, Richard ne me le dira pas, mais c'est normal. Et ça c'est important, et moi j'ai constaté, je l'ai déjà vécu en groupe comme en individuel, ils ont tout à fait, ils sentent qu'ils peuvent vraiment faire confiance, et donc ils osent dire des choses, vraiment. Mais parce que il y a une réciprocité. Et c'est une posture, vraiment. Et le langage ne suffit pas. C'est tout l'être qui s'exprime. Donc ça, on peut pas... De toute façon, ça nous revient en pleine gueule si jamais on fait les choses de travers, d'une manière ou d'une autre. Excusez-moi pour le terme. Et par conséquent, Vincent, est-ce que tu travailles sur ta posture ? On sait que celle-ci, elle influence, enfin en tant que sélectionneur, tu influences les sportifs. Indirectement, le travail qu'on mène le permet. J'ai pas fait des cours de posture, mais parce que tu peux pas mentir, voilà. Mais par exemple, le travail que tu fais sur soi, si t'es plus serein, ça permet de garder davantage le contrôle et de pouvoir justement davantage contrôler ce que tu dois montrer aux joueurs. Voilà, quand une action ne te convient pas, limiter ta réaction de façon à ce que la confiance soit toujours générée. Et je pense que c'est très très lié en fait. On peut pas complètement parce que après ça serait plus sincère. Et donc de toute façon, comme le dit Richard, moi si tu joues un rôle par rapport à ça, non, je pense que il faut vraiment travailler sur le contrôle. Et donc le contrôle, c'est l'ensemble des aspects mentaux qui le permet. Voilà, et on fait effectivement un travail là-dessus, sur alors ça c'est lié entre autres à la respiration, parce que en fait le travail de Richard il est psychomoteur, et souvent quand tu ne l'as pas entrepris, quand le stress prend le dessus, tu veux reprendre le contrôle par la tête, mais c'est pas possible, parce qu'en fait c'est la tête qui te met dans cet état-là. Donc il faut faire l'inverse. Et c'est pas évident, mais je pense que ça, c'est même pas au moment M que ça se passe, c'est le travail que t'as fait en amont qui te permet d'être dans d'autres conditions. Je vois bien, enfin je le perçois dans la façon d'aborder les matchs aujourd'hui. Je me sens en meilleur état, voilà, psychologique. Et même en ce moment là où je suis en train de jouer des matchs plutôt importants, j'en profite beaucoup plus qu'il y a quelques années en arrière. Et c'était déjà le cas, là où vraiment il y a eu un virage pour moi, c'est aux Jeux Olympiques de Tokyo. Donc tu arrives à connaître tes émotions et les gérer alors. En tout cas mieux, parce que c'est prétentieux de dire de toute façon des émotions on en a, et donc je pense pas qu'on puisse, comme pour toutes les choses qui sont quantifiables, je pense pas qu'on puisse les gérer parfaitement. Voilà, mais simplement y a la notion d'aller-retour. C'est-à-dire que le fait d'avoir un coup de chaud, un coup de stress à un moment donné dans un match me paraît même plutôt souhaitable, parce que ça correspond aussi à la vigilance, mais ce qui est important, c'est de pas être débordé par ces émotions. Voilà, et d'être capable de les utiliser. Et donc quand il y a une situation qui est très tendue, où la prise de décision est capitale, je pense que le fait d'être stressé, c'est pas forcément un indicateur négatif, mais le fait d'être inhibé, oui. Et donc c'est cette marge étroite, ténue, qu'il faut arriver à maîtriser. Voilà, et donc faire un aller-retour entre justement la montée en stress qui est à mon avis indispensable par rapport à la situation, et justement qu'il n'y ait pas de tsunami, quoi. Voilà, il faut être capable de redescendre, et donc c'est ça qui est important de gérer. Là Vincent parle de contrôle, de gestion des émotions, et le contrôle et la gestion des émotions est la conséquence d'une connaissance de soi. C'est-à-dire que le travail que Vincent a fait sur
mieux se connaître, explorer ses savoir-faire efficaces, voir comment les conditions de la mise en place de ces savoir-faire efficaces, comme d'ailleurs quand fut un temps il peut y avoir des situations de stress ou d'obstacles. Le fait de travailler là-dessus et d'explorer ça et de trouver, de mieux se connaître à cet endroit-là et de pouvoir utiliser comment il fonctionne, lui permet, le mot contrôle est peut-être un peu fort parfois parce que c'est plutôt gérer, orienter, utiliser même. Je compare les émotions à l'eau, à la puissance de l'océan, des vagues. C'est-à-dire que on ne peut pas parer une vague. Une vague, elle s'exprime. Et donc, par contre, on peut surfer sur une vague. On peut canaliser l'eau. Et ça, c'est une métaphore de la sphère émotionnelle qu'il faut intégrer. Je veux dire, ça nous traverse. Et ça nous traverse de façon singulière et différente pour chacun. Et donc, savoir comment ça fonctionne, justement, cette gestion des émotions, ce flux, ce mouvement-là. Hein, voilà. Donc, il y a eu, avant Tokyo, il y a eu Tokyo, où il y a un cap qui est passé, et il y aura Paris. Et donc, ça sera quoi qui aura évolué et sur quoi vous arriverez plus fort à Paris que même Tokyo? La simple chose d'avoir continué le travail, c'est jamais terminé, comme vient de le dire Richard, apprendre à mieux surfer, justement, à être capable, parce qu'en fait, ça c'est aussi une de ces expressions courantes, il y a des conditions qui précèdent chaque moment, et donc il y a des conditions qui précèdent les moments très forts, où on est très performant, et donc le but, c'est pas de se dire il faut que je sois très performant, c'est de s'interroger comment créer les conditions pour être très performant. Et à l'inverse, être capable aussi de reconnaître quand justement l'émotion devient négative et peut submerger, et pour pouvoir agir à ce moment-là. Parce que si on se laisse submerger par cette émotion, c'est souvent trop tard. Donc il faut être capable très vite d'avoir ce repère, et pour pouvoir agir, et comme je le disais, faire les allers-retours, c'est-à-dire là on a tendance à subir un peu, à ne plus savoir trop quoi faire, très vite reprendre le contrôle pour repartir dans les bonnes voilà, et donc ça se fait avec effectivement ces points forts. Il faut vite rebasculer sur ces points forts. Donc pourquoi est-ce que parce que entre Tokyo et Paris il s'est passé 3 ans, et donc il faut encore progresser, et c'est valable effectivement aussi pour l'équipe, mais avec aussi des paramètres qu'on ne peut pas toujours gérer, voilà, des joueurs qui peuvent s'arrêter, est-ce qu'on va trouver d'autres? Oui, a priori on va trouver d'autres très très bons joueurs, mais aussi pourquoi est-ce qu'on pourrait faire mieux? Parce que l'expérience est un trésor. Ce qu'on a gagné à Tokyo, au-delà de la médaille d'argent, c'est le trésor de la construction qui nous a permis d'y parvenir, et ce trésor-là, on va essayer de capitaliser dessus, mais en l'enrichissant, voilà, en le faisant encore grandir. Parce que dans le chemin qui a mené à la médaille d'argent, il y avait beaucoup d'éléments positifs, mais on a repéré aussi quelques failles qu'on va essayer de gommer d'ici Paris. Bon, après, dans un contexte qui va être différent, qui va être plus complexe. À Tokyo, on était très tranquille puisque c'était sous Covid et c'était quand même un contexte particulier. Nous, à Paris, on sait que les attentes vont être démultipliées, et donc ça sera un élément à prendre en compte, mais qu'on intègre déjà dans toutes nos réflexions. Merci Vincent, merci Richard, merci Eva et merci à tous pour avoir écouté le podcast, ce second volet sur la préparation mentale. Merci. Merci, c'était top. Merci beaucoup. Ce podcast vous a été présenté par 2 conseillers au niveau haute performance, Eva Serrano de l'Agence nationale du sport et Patrick Juvin de la Maison régionale de la performance du CREPS Centre Val de Loire. Montage Stéphane Germain.